qu'au début de la cérémonie, vous allez pouvoir vous asseoir, puisque le début de la cérémonie va être en fait les choses habituelles, à savoir les remerciements, les excuses. Donc vous allez pouvoir, à mon avis, vous asseoir un petit peu. Alors vous avez été accueillis, et de façon, par la marche des soldats de Robert Bruce, et au Perron par la sonnerie au champ. Lors de l'arrivée des autorités, la sonnerie au champ peut être jouée. Alors cette cérémonie sera une cérémonie d'organisation traditionnelle, à savoir que dans un premier temps, je ferai un accueil. Ensuite, il y aura la période du discours. Ensuite, la période de dépôt de gerbes et de fleurs. L'hommage aux morts, bien évidemment, pour cette cérémonie. Et finalement, le salut au drapeau. Alors, bien évidemment, merci à toutes et à tous pour votre présence nombreuse, montrant avec force votre souhait de défendre toutes les valeurs républicaines. Toute l'année, nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'association des mémoires et le service culturel de la mairie de Châteaulin pour vous présenter cette cérémonie que nous avons souhaité la plus aboutie possible et la plus solennelle. Tout d'abord, je dois vous présenter les excuses de Sylvain Lebert, directeur de l'ONAC, du général Grégorier, commandant de l'école de Henri, de M. Boisdumeau, le directeur de Saint-Louis, d'Adrien Muller, porte-drapeau, et d'amis de la Résistance, Marie-Bonne Aymar, Michel et François de Mabire, Michel et Georges Côté, Daniel et André Messager, Catherine et André Pallard, Annie et Jacques Pusclet. Annie, c'est ma sœur. Je suis sûr qu'elle aurait été très contente d'être avec nous au soleil et sur le bord de l'Oge, et ça lui aurait évité peut-être d'être là où elle est actuellement. Alors, cette cérémonie se déroule un jeudi après-midi, qui n'est pas une heure favorable pour mobiliser les jeunes et les élèves en particulier, puisque vous savez que la plupart des élèves terminent leur cours à 17h30. Bon. Et en particulier, j'aurais souhaité cette année recevoir ici la classe de 3e 4 du collège Jean-Moulin, puisque vous savez sans doute que cette 3e 4 a participé cette année au concours national de la résistance et la déportation, et a eu la chance, le plaisir d'avoir l'honneur suprême, à savoir d'être primé au niveau du département du Finistère, mais aussi leur travail, qui en fait est une pièce de théâtre tout à fait originale, va être envoyé à Paris pour concourir au niveau national. Alors cette classe de 3e 4, il faut la féliciter, elle, les élèves, les enseignants et la direction du collège Jean-Moulin, du lycée collège Jean-Moulin. Ils ont fait un travail exceptionnel, un travail de théâtre, mais aussi s'y adjoint une chorale, puisque dans cette pièce de théâtre, il y avait des parties chantées, et c'est cette chorale qui a fourni les éléments de cette partie chantée. Et cette chorale a chanté également lors de la cérémonie de la flamme, qui s'est tenue le 27 novembre 2024 à Châteaulin. Et originalité, elle a chanté 2 couplets. Le premier couplet, tout le monde le connaît bien évidemment. Le deuxième couplet, beaucoup moins. Il y a eu beaucoup moins de monde à chanter cette Marseillaise. Alors, sans doute ça ne va pas plaire à ces personnes-là, mais je souhaitais quand même remercier et féliciter les 26 élèves de cette classe de 3e 4 du collège Jean-Moulin. Féliciter les encadrants qui les ont suivis toute l'année, et Dieu sait s'ils ont mouillé leur maillot pour réaliser ce qu'ils ont fait. Et j'aimerais citer un certain nombre de noms de professeurs. Il y a ici présent Hélène Donald,
Autre personne qui est intervenue, Madame Sinéville, Madame Charles, Madame Côté, Madame Weber, et rien n'aurait pu être réalisé dans cet établissement sans l'aide attentive et l'adhésion complète de l'équipe administrative, M. Kervaret, proviseur ici présent, M. Balbous, principal du collège ici présent, et je pense aussi à Johan Gava, qui est Divache, qui a été une cheville ouvrière et un relais important. Alors, cette classe de troisième classe ne peut pas être avec nous aujourd'hui parce que depuis longtemps, c'est une classe de théâtre également, et depuis longtemps, ils avaient programmé une sortie à Brest pour suivre une pièce de théâtre à Brest. Je suis sûr qu'ils seront aussi désolés que nous de ne pas être présents. Alors, je dois aussi excuser les premières et les terminales du lycée Saint-Louis qui pensaient pouvoir être présents, mais ils avaient des cours importants et des examens importants à préparer dans les semaines qui viennent et n'ont pas pu se libérer. Et même chose pour les jeunes pompiers volontaires qui sont aussi tributaires de la carte scolaire. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui, 14 mai 2025, pour honorer les 12 maquisards du maquis Pénarron qui ont fait le sacrifice de leur vie pour que nous puissions vivre libres. 7 d'entre eux ont été fusillés en Ousterlin-en-Fouesnant après leur capture par les Allemands, et 5, après l'horrible torture, ont disparu du côté de Carré. À travers ces résistances, ce sont aussi et surtout leurs valeurs que nous souhaitons honorer, des valeurs citoyennes et républicaines exceptionnelles, leur engagement, leur détermination, leur respect, leur tolérance, leur solidarité. Bien évidemment, ces valeurs existent encore aujourd'hui, même si de temps à autre elles sont bafouées, foulées aux pieds. Et j'ai réussi à rassembler ici tout un ensemble de personnes qui ont une vision très particulière, très citoyenne, très républicaine de leur action. Je pense en particulier aux 2 cadres pompiers qui auraient accompagné les jeunes pompiers volontaires s'ils avaient été présents. Je pense en particulier à tous ces porte-drapeaux, je ne vais même pas compter. « 19 porte-drapeaux, toujours présents, quel que soit le temps, quelle que soit la distance, ils répondent toujours présents dans la discrétion et dans la négation. » Alors, mention spéciale à 2 porte-drapeaux de jeunes. Donc, il y a Loris Le Guillou, 13 ans, en 5e au collège Jean Moulin, qui est arrière-petit-fils de Loris Le Guillou, qui est un des organisateurs du maquis Pénarron. Et il y a Élouan Robache, 14 ans, en 4e défense du lycée. Cette 4e défense est prise en charge par Charlotte Laroche, qui est également ici présente, et qui sait motiver ces jeunes pour qu'ils assistent à ces cérémonies patriotiques. Remerciements aussi au piquet d'honneur. Chaque année, je demande un piquet d'honneur parce que pour suivre les cérémonies à l'école Jean-Henri, je sais ô combien leur formation les oriente dans le sens du maintien des valeurs républicaines. Et merci aussi aux élèves que j'aurai le plaisir de faire venir tout à l'heure pour le discours. Deux élèves du collège Jean Moulin et 2 élèves du collège Saint-Louis. Et merci évidemment à leur encadrant, tous les professeurs, les proviseurs, les directeurs, qui savent les motiver et qui savent servir d'intermédiaire entre nous, demandeurs, associations patriotiques demandeurs, et puis les établissements scolaires. Alors, je terminerai ces remerciements en remerciant Michel Éric, qui est assis à côté avec son clairon sur les genoux. Sa présence donne une solennité particulière à ces cérémonies. Au départ, il faisait la sonnerie aux morts, il demandait
à d'autres sonneries. Alors, en cherchant bien, on a trouvé une sonnerie tout à fait adaptée à la situation dans la salle de chant qui a joué tout à l'heure. Ils auront l'occasion aussi de faire la sonnerie aux morts, comme il a l'habitude de la faire ici et au monument aux morts à Châteaulin. Michel est quand même quelqu'un, c'est sans doute le plus français des Français, puisqu'il est né en Hollande, en Hollande de naissance, ses parents ont migré en Australie, il est devenu australien, et il est tombé amoureux du Finistère, de la Bretagne et du Finistère, de Saint-Égal en particulier, et il s'est naturalisé français. Et l'autre jour, à la cérémonie du 8 mai, il y avait une voix qui dominait les autres pour chanter la Marseillaise, c'était la sienne. Et je n'oublierai pas non plus notre ami Didier Delautre, toujours partant pour être voix guide dans le chant a cappella, et qui nous aidera tout à l'heure, et qui vous aidera aussi à chanter et le chant des partisans et la Marseillaise. Alors, pour terminer, je n'aurai que 2 mots. Bravo et merci. Ce qui justifie et qui mérite complètement tous nos applaudissements. Alors, je vais donc demander à Caroline de Saléger, Ewen Rath, Viader, de Jean Moulin, Anaïs Robin et Eva Dernier, Ben Guestou, de la 3e hall du collège Saint-Louis de Mérissi. Robert Lecran de Kerfordin, en Quimper, Charles Lévenez de Crozon, Laurent Pennec de Langolin. Au même moment, 5 de leurs camarades du même maquis disparaissaient à tout jamais du côté de Carré. Retenez tout autant leurs noms et prénoms. 4 Français: François Le Boîte de Pezec, Jean-François Ledu du Cloître Plébin, Marcel Milin de Châteaulin, Yves Cizin de Landerneau et un Belge, Théophile Mertens. Unis dans la mort pour que vive la France, nous nous devons de rappeler brièvement leur seul mot d'histoire commune, inscrite dans la pierre du mémorial de Pennarpont, inauguré en 2009. C'est à l'initiative des Châteaulinois Auguste Le Guillou, Jean Charlès, Jacques Poquet et avec l'aide ô combien précieuse de Jean Boblion, agriculteur à Pennarpont, que fut créé le maquis de Pennarpont. C'était le 12 octobre 1943, dans la carrière souterraine de Roche-d'Ibèze, à 1 km en amont de l'endroit où vous vous trouvez. À ce moment, ils hébergeaient 3 Belges qui s'étaient évadés des camps de l'organisation TOD à Brest. Rapidement, d'autres jeunes ou moins jeunes vinrent les rejoindre de la clandestinité. Des militaires prisonniers évadés, des réfractaires du STO, le service de travail obligatoire, des patriotes convaincus que la lutte contre l'occupant était la seule solution pour libérer la France. Ce groupe migra rapidement dans la baraque de la carrière du Quinquis, à 300 mètres en aval d'ici, entre la ferme du Quinquis et de Pennarpont en Châteaulin. Les conditions d'hébergement, quoique spartiates, y étaient bien meilleures. À partir de leur base, ils participaient à diverses opérations. Des attaques de dépôts allemands pour récupérer des explosifs, des actions pour récupérer des armes qui manquaient cruellement, et un déraillement à la carrière du Hunger, d'où partaient des trains de granulats vers le mur de l'Atlantique. Le 16 mars 1944, il était à la tête de la prison Mesgoaguin de Quimper, lorsque les Allemands, tôt le matin, encerclèrent la carrière du Quinquis, gardée par un seul homme, Louis Guigny. Louis parvient miraculeusement à s'échapper en se cachant pendant des heures dans un chêne-feu. Puis les Allemands se retirèrent après avoir détruit les baraques, puis campement et menacé les agriculteurs voisins de représailles. Toujours aidé par Jean Bourgoin, dont la femme était originaire de Bezy, en Louteil, les maquisards s'installèrent à quelques kilomètres de Pennarpont, dans la vallée des Trois Fontaines, entre les fermes de Bezy et de Quéraillou, en Louteil. Le 26 avril 1944, dans ce magnifique sauvage à l'égard de tout, les 12 maquisards furent surpris dans leur sommeil par les Allemands qui étaient conduits par un prêtre du maquis, connaissant donc parfaitement les lieux.
On peut imaginer ce qui furent les jours suivants. Interrogatoires musclés, services divers par les escorts de la Gestapo de Carmé et de Quimper. Le 15 mai 1944, au matin, 7 d'entre eux furent jugés par le tribunal militaire de Quimper, puis leur exécution le jour même, sur les dunes de Mustapha, en Ténor. Par cette manifestation, notre association souhaite contribuer à faire revivre ces 12 héros pour mieux souligner les valeurs qui les animent. Courage, détermination, engagement, abnégation. N'oublions jamais ce que fut la vie de ces 12 hommes, du maquis, de Bénin. Malgré une vie choisie dans la clandestinité, forcément compliquée, ils espéraient et se battaient pour une France souveraine, fière, libre, forte de son travail et de sa solidarité. Ils lui donnèrent en sacrifice leur vie, le plus beau mais le plus terrible des cadeaux. N'oublions jamais la barbarie des occupants allemands et de leur soutien français. La bête immonde n'est que tapis. Elle est toujours prête à ressurgir. À nous tous, anciens combattants, amis de la résistance, patriotes, d'œuvrer pour que ces événements tragiques ne se reproduisent jamais. Ainsi, nos enfants et petits-enfants pourront vivre en paix et libre. Gloire à ces héros de la résistance, vive la France. Bravo. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les officiers et sous-officiers, mesdames et messieurs. Depuis 2009, nous nous rassemblons chaque année le 15 mai à l'initiative de l'ANATRE de Châteaulin, de Jean et Bernard Le Guillou, en ce lieu si paisible aujourd'hui, l'écluse de l'Aulne à Châteaulin, qui pourtant a connu des événements tragiques il y a plus de 80 ans, pour évoquer la mémoire de 12 résistants assassinés par l'armée nazie le 15 mai 1944. Ces hommes, comme ça a été relaté, faisaient partie du maquis de Pénarpont-Bezine-Kéradio. Ils ont sacrifié leur jeunesse et leur vie pour lutter contre l'ennemi qui avait envahi la France et occupé également Châteaulin. Ils ont sacrifié leur jeunesse et leur vie pour participer à la libération de notre pays. Ils ont sacrifié leur jeunesse et leur vie pour permettre aux générations futures de vivre libres dans une démocratie et non sous le joug d'un envahisseur. Le destin de ces hommes interroge sur la notion de courage et de choix. Qui sait comment nous réagirions si nous devions subir la guerre, l'occupation, les privations, l'injustice? La question peut paraître théorique pour nous, Européens, Français. La guerre nous semble loin. Pourtant, cette question s'est posée depuis février 2022 aux Ukrainiens, brutalement attaqués par l'armée russe de Poutine. Quel choix ferions-nous dans de telles circonstances? Ces hommes, dont les noms sont gravés aujourd'hui dans le granit de la stèle, qui est derrière nous, n'ont pas cherché la gloire ou les honneurs. Pas plus que tous les autres résistants dont les noms ornent nos plaques de rue ou les frontons de nos écoles. Ils ont sans doute puisé leur courage dans l'énergie de la jeunesse, dans un fort sentiment patriotique, leur rejet des injustices et leur capacité à se dépasser. À l'occasion d'une cérémonie précédente, à Châteaulin, j'ai évoqué l'exemple remarquable de Jean Moulin pour expliquer aux enfants qui étaient présents en nombre l'importance des choix que nous faisons et la nécessité absolue de défendre la liberté. Jean Moulin, haut fonctionnaire, promis à une belle carrière, intellectuel, artiste brillant, appartenant à une classe sociale qu'on pourrait considérer comme privilégiée, aurait pu attendre la fin de la guerre et rester en retrait. Il a fait un autre choix qui a permis d'organiser, de mobiliser des milliers de résistants et de fédérer la résistance au péril de sa vie. L'exercice de mémoire que nous faisons aujourd'hui a, selon moi, pour but de marteler sans fin. N'oublions pas, obligeons-nous à toujours réfléchir, gardons notre libre arbitre, soyons attentifs aux évolutions du monde pour ne pas commettre les mêmes erreurs du passé. La liberté est toujours fragile. Je vous remercie.
Allocution de Madame le prêtre, sous-préfète de l'arrondissement de Châteaulin. Mesdames et messieurs, vos grades et qualités. Le 9 mai 1945, à Berlin, était signé l'acte de capitulation de l'Allemagne nazie. Les vainqueurs soviétiques avaient exigé expressément que cet acte soit signé dans la capitale ennemie, qu'ils venaient de prendre au prix d'une lutte acharnée et meurtrière. Lorsque le maréchal Keitel, représentant le Reich allemand, s'assit à la table en vaincu, il s'exclama en remarquant la présence du général Delattre : « Ah, les Français sont là aussi, il ne manquait plus que cela. » Oui, les Français étaient là, à la place des vainqueurs. Et s'ils étaient là, c'est grâce aux hommes et aux femmes qui ont résisté à l'occupant. Des hommes et des femmes qui, en France occupée, comme au sein de la France libre, ont su effacer la honte de la défaite et de la collaboration pour inscrire une page glorieuse dans l'histoire de la République. Ils ont su résister, mais aussi s'imposer aux yeux des Alliés comme les seuls détenteurs de la flamme de la résistance française. Ils ont non seulement réussi à combattre efficacement l'ennemi nazi, ils ont aussi montré qu'ils étaient la France. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour célébrer la résistance et honorer la mémoire de 12 jeunes gens qui se sont dressés face à un ennemi qu'ils savaient pourtant impitoyable. En 2015, des figures de la résistance entraient au Panthéon, dont Pierre Brossolette, parti pas très loin d'ici, vers son funeste destin. Mais au-delà de ce symbole de reconnaissance nationale pour la résistance, nous devons aussi être empreints d'une extrême gratitude envers ces hommes et ces femmes, célèbres et anonymes, issus de religions, de partis politiques et de courants de pensée diverses, et parfois divergents, qui ont su s'unir pour libérer leur pays. Ici, à Penarpont, était constitué en octobre 1943 l'un des plus grands maquis de Bretagne. Il allait payer le prix du sang avec le supplice de 12 martyrs victimes de la barbarie nazie. Cet hommage aux jeunes braves de vos communes est aussi une occasion d'honorer tous les résistants et de mesurer la dette que nous leur devons. Sans eux, la France n'aurait pu retrouver son rang, sa dignité et n'aurait pas pu se relever dans l'honneur. L'apport du Conseil national de la résistance dans la physionomie de la France d'après-guerre est en effet indéniable. N'oublions pas que le respect des combattants alliés s'est acquis dans les sables de Libye, dans les montagnes d'Italie et dans les maquis de la France occupée. Aujourd'hui encore, le siège de membre permanent de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies est l'héritage du sang versé. Je conclurai par cette phrase de Pierre Brossolette lors de l'une de ses allocutions à Radio Londres, lorsqu'il évoquait les résistants et leur grand courage. Cette phrase prend en ce jour de commémoration tout son sens. Saluez-les, Français, ce sont les soutiens de la gloire. En ce lieu, nous mesurons combien ils ont effectivement été les artisans de la victoire finale. Vive la République, vive la France. Nous allons donc clore ces discours par une partie artistique, le chant des partisans. Voilà. Ça va être une première. On va essayer le chant des partisans a cappella. Portez drapeau! Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne?
Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez les collines, camarades. Sortez de la paille, des fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami, sors de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, 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 Merci pour ce chant des partisans a cappella. Vous savez que ce chant du Capella, la musique a été écrite par Jean-Marie en 1941 et les textes par Joseph Kessel et Maurice Druon en 1943. Alors, nous passons maintenant à la partie dépôt de fleurs, hommage aux morts. Et on va commencer donc par le dépôt de fleurs des jeunes et de leurs encadrants. Au-dessus, là, comme ça, ouais. Je la porte avec moi. Je la descends comme ça. Ouais. Super. Bah, au top. On va trouver. Ouais. Tu restes avec moi? Homo. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans les montagnes, mugit ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos rangs, égorgés comme fixés dans le combat. Aux âmes citoyens, Bonjour à toutes et tous. Le comité départemental de la LAC vous propose à chaque personne qui le souhaite de déposer soit une rose blanche, soit une rose rouge. La rose blanche
nous la mettons toujours parmi nos fleurs pour rappeler le mouvement de résistance des Allemands contre le nazisme, qui était le mouvement de la Rose Blanche. Merci à toi Bernard pour cette belle cérémonie. Merci à vous tous. Les personnes qui souhaiteront déposer une rose ou rouge ou blanche au pied du mémorial. Voilà. Ah oui. Ah, d'accord. Ça va. Toujours fidèle. Ah, il faut, ouais. J'adore. On s'est content. C'est la première fois que tu fais ça? Non, la deuxième. D'accord. Tu as fait ça lors des dernières cérémonies, quoi? Oui, merci à toi. Alors, tu es l'arrière-petit-fils d'Auguste. Oui, eh ben, je te fais. Alors, toi, t'es le meilleur. Hein? C'est super. Continue comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la Radio Paris est allemand. Radio Paris. Radio Paris. Radio Paris est allemand. L'histoire du maquis de Pénapon, Beuzic-Keraliou et les images proviennent de l'album 1 des archives de mon père, Auguste Le Guy. Alors, ce maquis de Pénapon, Beuzic-Keraliou, deuxième maquis de Bretagne par la date de sa création, fut formé le 12 octobre 1943 à la grotte de Ros-d'Yvez, sur les bords de l'Aulne, entre les écluses de Pénapon et du Guillec. 3 Belges, Gustave Denève, Théophile Mertens, Roger Hello en furent les premiers éléments. Ces 3 Belges s'étaient évadés d'un camp de l'organisation TOD à Brest. Contactés par les FTP, ils passèrent 2 nuits à la perception de Châteaulin, siège d'un état-major de parachutistes allemands. Ils furent dirigés le soir sur la grotte de Ros-d'Yvez en Châteaulin. Ils quittèrent en fin octobre 1943 cette grotte sinistre et très inconfortable pour s'installer dans la carrière du Quinquis, située entre les fermes du Quinquis et de Pénarpon en Châteaulin. D'autres jeunes, contactés par l'organisation FTP et du Front National de Châteaulin, vinrent les rejoindre. Alain Guidal, dit Job, du Pont-de-Buis, sous-officier de carrière de la coloniale, prisonnier évadé. Marcel Milin, de Châteaulin, réfractaire au STO. Louis Gouillou, du Relais-Quéruon, réfractaire au STO. Charles Lévénès de Crezon, etc. Alors que l'FTP du maquis de Pénapon était à Quimper pour l'attaque de la prison Saint-Charles, des groupes de parachutistes allemands encerclaient la carrière du Quinquis, gardée par Louis Gouillou, qui parvint à s'échapper. 17 mars 1944. Les Allemands se retirèrent après avoir tout détruit. Les gars se regroupèrent dans le bois du Beuzit, en Loteil, entre les fermes de Keraliou et du Beuzit.
de bon matin le 25 avril 1944, 2 officiers FTP du comité militaire régional des FTP, Jean Lebert dit Auguste de Pont-l'Abbé, et René Pédel de Quimper, accompagné de Roger Hello, quittèrent le maquis du Bezit afin d'organiser un déraillement avec les gars du maquis de Quémenvin. Sur la place du bourg de Quémenvin, ils réparaient un de leurs vélos lorsqu'ils furent encadrés par un groupe d'Allemands, mitraillettes au poing, arrêtés puis dirigés sur le siège de la Gestapo de Quémenvin par la route de Quimper. Au maquis du Bezit, pendant ce temps, tout allait pour le mieux, car les FTP dirigés par Marcel Milin avaient arrêté Yuki, qui sous le couvert de la résistance se livrait à des actes de droit commun. Il fut relâché dans la soirée du 25 avril 1944, après une bonne correction. Dans cette même soirée du 25 avril 1944, un homme arrivait à la Feldgendarmerie de Châteaulin, dans l'auto de l'adjudant-chef Gerhard Albert. Cet homme était revêtu d'une capote et d'un calot allemand. À 4 heures du matin, le lendemain, soit le 26 avril 1944, cet homme ainsi vêtu conduisait la Feldgendarmerie au maquis de Bezit. Les feldgendarmes encerclaient le bois et faisaient prisonniers tous les FTP au nombre de 12. Ils furent incarcérés à la prison Saint-Charles à Quimper, puis transférés au siège de la Gestapo de Bretagne, au château l'Ancien à Carhaix, début mai 1944. Pour être ramenés pour certains vers une destination inconnue un soir pour 5 d'entre eux, tandis que les 7 autres étaient reconduits à la prison Saint-Charles à Quimper pour être fusillés sur les dunes de Mousterlin en Fouesnant le 15 mai 1944. Au lendemain de la libération en 1945, René Pédel fut condamné à mort par contumace par la Cour de justice du Finistère comme étant l'auteur de cette trahison. Après la victoire, les feldgendarmes de Châteaulin, capturés sur le front de l'Orient à l'aide de documents photographiques insérés dans cet album, rétablirent la vérité. C'était Roger Hello, le belge flamand parlant très bien l'allemand, qui avait trahi ses camarades de combat. Le SD, Gestapo de Quimper, lui avait promis la vie sauve en échange de sa trahison. Mais après son forfait accompli, Roger Hello fut ramené à Quimper au siège de la Gestapo. À ce moment, l'on perd totalement sa trace. Quant à Jean Lebert et René Pédel, on perd leur trace dès leur transfert de Quémenvin au siège de la SD à Quimper. Ultérieurement, la Cour de cassation, à l'examen des dépositions des feldgendarmes Châteaulin et de leur lieutenant Hennings, cassa le jugement de la Cour de justice du Finistère qui condamnait René Pédel à mort par contumace. Le combat, là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand.
eine Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer. Une flamme sacrée monte du sol natal, et la France enivrée de salut maréchal. Tous des enfants d'hiver vivent une ère débat, à mon appel suprême ont répondu présent. C'est en l'honneur de toutes les unités françaises, l'unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Ainsi, dans un avenir prochain, pourrait être allégé le poids des souffrances de notre pays, améliorer le sort de nos prisonniers, atténuer la charge des frais d'occupation. Ainsi, pourrait être assouplie la ligne de démarcation et faciliter l'administration et le ravitaillement du territoire. Cette collaboration doit être sincère. Cette Savez-vous quelle politique sera est la votre lutte? mienne. Des Elle ne ministres sera pas le sont combat de la responsables. nation défendant sa vie sur ses frontières, mais le combat des meilleurs fils de France contre ceux dont les fautes et les crimes sont la cause de ces malheurs. Elle sera le combat des forces révolutionnaires de ce pays contre ceux que leur intérêt entraîne au maintien d'un ordre de choses que nous voulons abolir. Ici Londres. Vous allez entendre les informations en français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. La villa est silencieuse. L'étoile filante repassera. Le chien du jardinier pleure. La belle aussitôt la suit. Nous disons la belle aussitôt la suit. La dernière heure a sonné. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard. Les bombardements sont massifs. L'abbé est nerveux. Nous disons l'abbé est nerveux. Nationale Le gigot est cuit. ordonné avec l'assaut final des armes alliées contre la Bastille européenne. D'une part, laisser l'ennemi vider la France de sa jeunesse et de sa substance serait un crime. D'autre part, lui donner l'occasion de profiter d'une supériorité provisoire qu'il a perdue sur tous les fronts, sauf sur le front des martyrs, pour décapiter la résistance et massacrer l'élite combattante du pays serait une faute héroïque. Or, même héroïque, une faute est elle aussi parfois pire qu'un crime. Terrible dilemme, en vérité. Il faut que la colère de la France s'exprime partout et partout se traduise en actes. Mais il faut aussi qu'elle se contienne assez pour n'éclater tout à fait, pour ne déborder tout à fait, qu'au jour où l'égalité des armes renforcera la supériorité du courage. Harceler l'ennemi en attendant de se mesurer ouvertement avec lui. Saboter tantôt par la grève perlée, tantôt par la lenteur voulue, tantôt par l'action directe, la machine de guerre ennemie, en attendant de l'attaquer à visage découvert, c'est à la fois la seule et la meilleure façon de saper l'Allemagne affaiblie et l'anti-France Fait de forces divergentes et les décisions récentes ont coordonné l'action militaire extérieure et la lutte des combattants sans uniforme. Les mots d'ordre qui, par les voies habituelles, vous seront communiqués clandestinement, coïncideront avec les appels lancés par le commandement suprême interallié. Aujourd'hui même, à Alger,
l'Assemblée consultative, où siègent les délégués de la résistance, ouvre sa session nouvelle en faisant un effort nouveau pour que toute l'aide possible soit apportée aux patriotes qui combattent sur le sol national. Leur appel sera entendu et souhaitons que le soit aussi celui qu'il y a quelques jours lançait à nos alliés, le Conseil national de la résistance, et qui peut se résumer ainsi: venez vite. Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone, tout suffocant et blême quand sonne l'heure. Je me souviens des jours anciens et je pleure et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ci de là, pareil à la feuille morte. Ici, voici le 6e bulletin d'information de la BBC. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. La fortune vient en dormant. Heureux qui communiste a fait un long voyage. De Marie-Thérèse à Marie-Louise. Un ami viendra ce soir. Le quartier général du commandement suprême des forces expéditionnaires alliées vient de publier le communiqué suivant. Sous le commandement du général Eisenhower, les forces navales alliées, avec le soutien de puissantes formations aériennes, ont commencé ce matin le débarquement des armées alliées sur les côtes nord de la France. Ici, Londres. Ceci termine notre émission de 13 heures destinée à l'Europe. Notre prochaine émission aura lieu à 17 heures. Quand on la danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux. Quand les corps se confondent, comme au monde il n'y en a pas deux, c'est la java bleue. Il est au bal musette, un air rempli de douceur, qui fait tourner les têtes, qui fait chavirer les cœurs. On la danse à petits pas, serrant celle qu'on aime dans ses bras. On les murmure dans un frisson, en écoutant chanter l'accordéon. C'est la java bleue, la java la plus belle, celle qui ensorcelle quand on la danse les yeux dans les yeux. Oh, rythme joyeux, quand les corps se Adolphe, Adolphe, les épinards sont cuits.
Adolphe, Adolphe, t'es en plein court-circuit. Depuis le temps que tu nous casses les pieds, c'est bien ton tour de te casser le nez. Adolphe, Adolphe, malgré ta Gestapo, je ne voudrais pas être dans ta peau. Ce qui t'arrive en vérité est soi-disant te vexer. La seule chose que tu n'es pas volé. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers des paysans, à vos armes. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute.
s'étendent, des grands prés marécageux. Pas un seul oiseau ne chante dans les arbres secs et creux. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher. Dans ce camp morné sauvage, entouré de murs de fer, il nous semble vivre en cage au milieu d'un grand désert. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher. Bruit des pas et bruit des armes, sentinelle jour et nuit, et du sang, des cris, des larmes, la mort pour celui qui fuit. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher. Mais un jour dans notre vie, le printemps refleurira. Liberté, liberté chérie, je dirais tu es à moi. Ô terre d'allégresse, où nous pourrons sans cesse aimer. Mais un jour dans notre vie, le printemps refleurira. Liberté, liberté chérie, je dirais tu es à moi. Ô terre d'allégresse, où nous pourrons sans cesse aimer. Ô terre d'allégresse, où nous pourrons sans cesse aimer. Les chars de la division française, les camions, les véhicules de toutes sortes défilent dans Paris avec des Parisiens assis sur les véhicules, de jolies filles sur les chars, dans les automitrailleuses. Paris acclame les soldats qui sont battus pour sa liberté. Partout des drapeaux britanniques, américains, français. avons-nous ensemble franchi les Vosges et repris Strasbourg, parce qu'il était nécessaire pour effacer 1940 que l'armée française rentre victorieuse dans Strasbourg. Ce n'est pas le désir du combat, la passion de la gloire à tout prix qui nous a guidés. C'est, encore une fois, la recherche, en toutes circonstances, de l'intérêt supérieur français. Nous avons vaincu avec vous, c'est bien. Mais si nous avons réussi à vous convaincre
de cette nécessité du patriotisme, c'est encore beaucoup mieux.